Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans l'entretien de dimanche, c'est politique. Alors que l'année scolaire 2025 referme progressivement ses portes avec la publication des résultats des examens de fin d'année, l'actualité nous invite à dresser un premier bilan. Quelles leçons tirer des performances? Où en sommes-nous dans la valorisation des diplômes et au-delà des chiffres? Quelle vision porte la gouvernance du président Patrice Talon pour l'éducation, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui constitue un levier essentiel de notre développement. Nous abordons également des sujets d'actualité majeure, car l'éducation est dissociable du contexte sociétal et politique qui la façonne. Nous parlons notamment des révisions législatives en cours et perspectives des élections générales de 2026. Pendant donc 80 minutes, mesdames et messieurs, nous aurons l'opportunité d'approfondir ces différents sujets avec notre invité. Et avec ce décor que je plante, vous avez déjà une idée de qui c'est. Il s'agit du ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Madame Sedami Mélégan Fagla. Bonjour Madame. Bonjour Madame Toboula. J'espère que vous vous portez bien. Merci Oui, beaucoup d'avoir accepté notre invitation. je suis ravie d'être avec Évidemment, ce sont les résultats du bac qui vous ont fait sortir, mais bon, on va pas parler que bac, on va D'accord. essayer de faire une appréciation globale déjà de l'année scolaire avant d'en venir aux questions d'actualité, également aux questions électorales. Je vous connais un personnage politique, donc rassurez-vous, on va parler politique dans cet entretien. Je suis à votre disposition. Alors, démarrons déjà par l'éducation, puisque vous êtes ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Mais de façon générale, Madame Mélégan Fagla, quelle est votre appréciation des résultats des examens scolaires, enfin, de cette année que nous venons de finir? Alors, je pense que, comme tous les Béninois en ce moment, j'ai un sentiment de fierté et de gratitude infinie par rapport aux résultats de nos apprenants. Je voudrais féliciter nos enfants qui nous ont émerveillés, parce que quelque part, c'est le fruit de leur concentration qui produit ces résultats-là. Mais je voudrais également féliciter tous les acteurs du système éducatif béninois, les enseignants, les encadrants, tous les acteurs, pour avoir tenu bon, avoir accepté les réformes et avoir accepté de les mettre en œuvre, malgré le fait que tout le monde ne s'y retrouve pas forcément, puisque les réformes poussent à abandonner des privilèges, n'est-ce pas? Absolument. Et le fait de voir que tout le monde a quand même joué le jeu fait qu'aujourd'hui, sincèrement, chacun pris individuellement dans son coin, dans sa maison, même s'il n'est pas d'accord avec Talon, même s'il n'apprécie pas la politique de Talon, il peut se dire, mon Dieu, il a quand même eu raison de nous conduire là. Il a quand même raison de tenir bon. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour qui? On le fait pour nos enfants. Et je vais terminer par féliciter le gouvernement et en particulier le chef de l'État qui vraiment nous a prouvé depuis 10 ans qu'il a un homme de conviction, de rigueur et de force. Parce que je me rappelle, lorsque nous avions commencé les réformes dans le système éducatif, n'eût été d'autres, on a connu des chefs d'État qui avaient de la volonté, mais qui n'ont pas pu tenir face à la pression sociétale, à la pression des acteurs politiques. Et là, je pense qu'aujourd'hui, tout le pays lui rend hommage. Je sens que c'est peut-être le parent d'élève qui est en vous qui passe. Peut-être allant au-delà de ce manteau. Pour vous, quels sont ces éléments qui expliquent les performances de cette année? Déjà au CEP, on n'a pas de résultats cette année en dessous de 50%. Absolument. Quels sont ces facteurs explicatifs à votre lecture, à vous, de ces performances? La plupart, tous les résultats sont au-dessus de 70% pour l'instant. Donc, il y a tellement de facteurs secteur par secteur. Si je prends en général déjà, il y a le fait que nous avons désormais des apprenants qui ont fait des cycles entiers sans avoir connu d'interruption de classe. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme dans notre histoire. D'abord, c'est inédit. Depuis les années 80, c'est inédit. Et puis, c'est un exploit pour nous,
pour toute la communauté, parce que les enseignants étaient habitués à, à faire un certain usage de leur droit de grève. Et on leur a demandé de faire un effort. La loi a encadré cela. Ils ont fait l'effort nécessaire et les résultats sont là. Donc, globalement, c'est d'ailleurs, pour moi, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a quand même le Conseil national de l'éducation. Il y a un certain nombre de réformes qui chapeautent, en fait, tout le système éducatif et qui permet de voir la cohérence, comment ça fonctionne, les affectations des enseignants, la qualité des enseignants, tout ça. Et je me rappelle, lorsqu'on a demandé, lorsque le chef de l'État a demandé qu'on évalue au moins le niveau de nos enseignants, c'était le tollé. Et pourtant, comme si, bon, je suis enseignante et dans le supérieur, aujourd'hui, on nous évalue également. Donc, on peut, en toute humilité, l'auriez-vous accepté si c'est que vous n'étiez pas membre de ce gouvernement? Je l'aurais accepté. Acteur politique. Je l'aurais accepté parce que j'ai été éduquée dans un système, j'ai reçu mon instruction dans un système où le contrôle était des enseignants et la pratique et surtout le contrôle des enseignants par les apprenants eux-mêmes. Donc, ça me paraissait, pour moi, c'est naturel en réalité. Et donc, alors, il y a eu ça. Mais quand on rentre dans chaque compartiment, et puis je vais rajouter à cela la disponibilité des enseignants. Le fait d'avoir dans toutes les classes, les ministères, le sectoriel, que ce soit de l'enseignement primaire, et de maternelle et primaire, ou de l'enseignement secondaire, se sont battus pour que désormais, il n'y ait plus une seule classe sans enseignants. Grâce au système des AME, cela a été possible, n'est-ce pas? On a entendu les gens critiquer un peu cela au début, mais le fait de maintenir cela, de faire que quand un apprenant sort de chez lui le matin, il va à l'école, il a toujours un enseignant, ça échange énormément la qualité de l'apprenant à la fin, à la sortie du système. Donc, pour moi, il y a un ensemble de facteurs qui ont concouru à ça. Regardez les résultats du CEPE dans certains départements. La Tonga, la Takura, les départements qui ne nous avaient pas habitués à avoir des résultats aussi bons. Et on peut dire que le fait qu'aujourd'hui, il y ait les cantines scolaires dans nos établissements primaires amène une certaine équité, en fait, au niveau de l'apprenant. C'est pas un peu trop dur, madame? Mais non, parce qu'il y avait deux poids, deux mesures. Les résultats étaient bons dans quel département en général? Il faut regarder en général. Et puis, se dire que, bon, lorsque un enfant doit rentrer chez lui, parcourir de la distance pour rentrer chez lui avant de se nourrir, et à cause de la distance, il préfère sauter le repas, ça ne peut pas, la concentration ne peut pas être la même. Donc, en tout cas, c'est toute une communauté qui s'organise pour offrir les meilleures conditions de formation à ses enfants. Et nous avons fait de notre mieux ces dernières années. Et les résultats sont là. C'est ce que je voudrais dire. Nous avons fait de notre mieux, collectivement, que ce soit le gouvernement, les enseignants, les parents, et puis nos enfants. Tout le monde a joué le jeu. Et depuis 2018, et on voit à la sortie aujourd'hui, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, ce que ça donne comme résultat. Vous identifiez les cantines scolaires. On a vu le gouvernement investir en masse également dans le maintien des jeunes filles à l'école à travers plusieurs projets. Moi, je vais vous demander si vous avez eu des gains de cet investissement, puisqu'on n'a pas vraiment vu l'équilibre des performances des filles, etc. Je vais vous dire, on a constaté qu'au bac, en fait, il y a une augmentation du nombre de candidats au bac, enfin de l'année dernière à cette année, hein, et que cette augmentation était en majorité liée au nombre de filles. Je pense qu'on a eu autour de 4000 apprenants de plus que l'année dernière. Et ces 4000 apprenants, il y a environ 2500 filles dedans. Ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de miracle dans la gestion d'un pays. C'est une concentration, ce sont des actions qui produisent des résultats. Et effectivement, si autant de filles sont restées dans le système, c'est bien parce que ces dispositifs de soutien leur ont permis de continuer sereinement leur scolarité et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, moi je trouve que c'est extraordinaire. Mais dans le même temps, ne créez-vous pas un revers de la médaille avec autant de promotion des filles?
que nous en arrivions peut-être à une société matriarcale. Excusez-moi de poser la Pas question du comme ça, tout. Non, pas du tout. puisque nous faisons la promotion des femmes, nous connaissons notre contexte sociétal. Pas du tout. Je ne pense pas qu'il faille voir les choses comme ça. Non pas qu'on forcément on Non, critique, mais on se pose des questions. non, je vais vous dire quelque chose. D'abord, nous sommes dans une société où les hommes et les femmes sont égaux en droit. Oui, mais bon, il y a beaucoup de Devant la loi. discrimination sous le gouvernement de Maître Talon, hein, positive que Vous vous savez dites. pourquoi on met en place des discriminations positives? Pour permettre à une classe qui, malgré le fait que tout le monde soit égaux devant la loi, ne bénéficie pas des avantages ou des progrès de la société. Et si, par exemple, je vais vous donner l'exemple des Noirs américains aux États-Unis, un peu après la ségrégation. S'il n'y avait pas eu les mesures de discrimination positive dans les universités, et dans les grandes écoles, on n'aurait jamais eu de Noirs américains qui auraient fait les grandes écoles. On n'aurait pas eu Obama. On n'aurait pas eu les grandes figures qui ont fait les grandes universités, les grandes écoles. Donc, effectivement, au début, quand c'est arrivé, tout le monde était contre. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir qui peut remettre en cause la discrimination positive dans ces sociétés-là. C'est quoi le rôle de discrimination positive? C'est que bon, on se rend compte que on a établi des règles pour tout le monde, d'accord, qui mettent tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais que malheureusement, il y a des franges qui, du fait des pesanteurs sociales, n'arrivent pas à profiter de ces, ou en tout cas n'arrivent pas à évoluer normalement dans le contexte établi. Et pour ça, on leur met des conditions pour qu'ils puissent au moins pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'équité, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes chances. C'est l'égalité des chances, en fait. C'est comme, voyez-vous, quand on fait l'athlétisme, il y a les femmes et les hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas courir tout le monde en même temps? On ne fait pas qu'on appelle des compétitions mixtes. Il y a les compétitions des femmes, il y a les compétitions des hommes. N'est-ce pas? C'est une question d'équité. Si on aurait pu dire, si on laissait tout le monde compétir en même temps, on dirait toujours que les résultats, enfin, les performances des femmes ne sont pas bonnes comparées à celles des hommes. Non. Donc, l'équité fait qu'il faut faire des conditions dans lesquelles les femmes peuvent évoluer aussi normalement. Et c'est cela. Et en fait, il n'y a aucun risque là-dessus. La chose qui va se passer, c'est que nous aurons davantage de mains, d'accord, qualifiées pour participer au développement de notre pays, à la construction de notre pays. Il y a tellement de choses à faire que chaque Béninois est utile, où qu'il soit, pour travailler à la construction de notre pays. Pourquoi pas? Alors, venons-en au bac, qui est votre sujet d'ailleurs principal, madame. Cette année, nous avons eu un taux exponentiel, bon, si je peux oser le dire, en tout cas exceptionnel, c'est l'expression qu'on utilise, qui fait d'ailleurs débat. Beaucoup de personnes s'interrogent. Moi, je vous pose la question du citoyen lambda. Tendons-nous vers la démystification, voire la dévalorisation du baccalauréat au regard des résultats obtenus cette année? Absolument pas. Oh là là. D'abord, la première question que je voudrais qu'on se pose, c'est quel parent envoie son enfant à l'école pour qu'il échoue? Est-ce que lorsque nous préparons nos enfants le matin pour qu'ils aillent à l'école, est-ce que ce sont des prières d'échec qu'on leur fait? En réalité, il n'y a rien de mystique dans le bac. Pas mystique, mais mythique. De mythique dans le bac. Nous avons érigé autour de ça quelque chose, voilà, tout simplement parce que nous étions qu'on appelle, je vais dire, les décideurs étaient en échec. Je vais dire pourquoi. Ils ne mettaient pas en place les conditions qui permettaient à nos apprenants de donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque on démarre un cursus et qu'en réalité, au lieu de 100% du temps scolaire, on n'en passe seulement 70%, on n'en passe seulement 60%. On ne peut pas espérer avoir les résultats à la fin. Il n'y a pas de magie. La scolarité, c'est une question de concentration, de disponibilité de tous les acteurs, des apprenants comme des enseignants. Et à partir du moment où ce qu'on appelle cette organisation qu'il fallait autour du système n'était pas là, n'était pas disponible, bon, les résultats ne pouvaient pas être au rendez-vous. Et je vais dire, mais en réalité, au lieu de nous juger, on doit se regarder dans le miroir et se dire, waouh. Donc, quand on fait des efforts, quand on s'organise mieux, quand on est disponible, quand on fait tout pour que le système fonctionne, ça produit les résultats.
Le Bénin, on a dit que le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. C'est parce qu'il y avait quand même un potentiel intellectuel. Mais bon, quand on le disait, je ne sais pas si le bac donnait 73%, hein, bon, c'est pas mon époque. Non, non, à l'époque, si j'ai bien compris, il y avait les performances quand on faisait les examens chez les apprenants béninois. On n'était pas encore nés, vous et moi. Je ne pense les pas. performances étaient d'un certain niveau, donc voilà. Mais je pense que c'est nous-mêmes qui avons construit quelque chose de mythique autour du bac, tout simplement parce que et on ne voulait pas accepter que les échecs n'étaient pas forcément du fait des apprenants, mais du fait de la société, du fait des décideurs qui n'arrivaient pas à prendre les décisions nécessaires pour que le système soit stable. Un système éducatif dans un pays doit être stable. S'il n'est pas stable, vous allez continuer à produire, à faire des mythes de tout en réalité, hein, parce que bon, c'était comme, ben, je vais revenir au concours avant. Et avant, quand on était monsieur et madame Landa, ou un jeune homme lambda qui ne connaissait personne, quand on allait au concours, le mythe c'était quoi? On ne passait pas les concours. Donc c'était un mythe aussi. C'était un mythe. Et pourquoi est-ce qu'on ne passait pas les concours? Parce que quand vous avez fini de passer votre concours, Ouais, il y avait ceux qui étaient là pour vous soustraire ou vous soustraire de la liste des admis et mettre leur genre. Donc aujourd'hui, on a monsieur et madame tout le monde qui réussissent au concours. Est-ce qu'on va dire que c'est la démystification des concours? Que les concours, le niveau des concours est en train de tomber? Non, pas du tout. Et je vais vous dire, dans les pays développés, j'ai fait l'exercice de regarder les statistiques des examens, mais ils sont en minimum entre 85 et 95%. Oui, parfois 70% en 99%. France, c'est un échec. Oui, c'est un échec national. C'est un échec 80, national. En réalité, nous devions pleurer lorsque les résultats des bacs étaient aussi mauvais. En fait, la question c'était, mais pourquoi c'est aussi mauvais? C'est pas le fait de nos apprenants. C'est forcément nous qui ne faisions pas ce qu'il fallait pour que les apprenants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça veut dire que il faut poursuivre les efforts. C'est que le début, il faut poursuivre les efforts pour que ça s'améliore. Parce que oui, justement, le défi restera de maintenir ce taux. Puisqu'en 2021, on a eu le plus grand, en 64%, si ma mémoire elle est bonne. On est redescendu un peu et là, on est remonté. Est-ce qu'on va encore redescendre? Ou bien le ministère envisage des mesures spécifiques pour garder la barre là où on va continuer à travailler. Les mesures spécifiques sont déjà là. Et vous savez, comme le dit le chef de l'État, se développer, c'est possible, mais développer, ça prend du temps. Donc, les mesures spécifiques sont déjà là et il faut continuer à mettre l'accent dessus. Et puis, il y a d'autres mesures sur lesquelles il faut mettre l'accent et qui vont permettre de pérenniser ces résultats-là. D'accord. Et même de les améliorer. C'est-à-dire que vous avez une réflexion sur une réforme du bac, peut-être, pour pouvoir garantir cette amélioration-là? Non, c'est pas forcément sur le bac, pas du tout. C'est surtout le système éducatif. Ce sont les actions qui sont en train d'être menées pour améliorer la qualité des enseignants eux-mêmes, les compétences, pas la qualité, les compétences de nos enseignants eux-mêmes, afin que, bon, on puisse avoir l'assurance qu'ils donnent vraiment à nos apprenants le meilleur d'eux-mêmes possible. Et puis, il y a aussi tout ce qui est prévu au niveau infrastructurel dans le système éducatif pour permettre à nos apprenants d'avoir accès à des lycées techniques, avoir accès à des lycées scientifiques, etc. Et dans les meilleures conditions, en fait. Donc, avec tous les équipements qu'il faut et leur donner les meilleures connaissances possibles. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues et qui vont permettre de pérenniser les résultats, voire de les améliorer et de les stabiliser. Parlons peut-être de l'avenir à court terme de ces nouveaux bacheliers. En tout cas, ils sont admissibles, ils vont passer les épreuves sportives, etc. L'un des constats qu'on fait, madame, c'est que des étudiants détenteurs même de licence et parfois de master se retrouvent dans des cabines de transfert d'argent parce que simplement n'ont pas pu se faire recruter, etc. Avec ce flux qui vont dans les universités ou qui va dans les universités, quelle sera la politique d'orientation vers l'enseignement supérieur également sur le marché de l'emploi? Alors, vous avez entièrement raison de poser cette question parce que il est important aujourd'hui que nos apprenants aillent poursuivre leurs études pour ceux qui veulent continuer dans les filières qui sont porteurs d'emplois pour eux et donc dans les filières dans lesquelles notre pays offre des emplois. Donc, c'est une question qui est
très importante et qui est sur la table du gouvernement. Si je peux sans trahir de secret, je veux dire, c'est une préoccupation pour le gouvernement parce que effectivement, bon, nous nous rendons compte que nous formons beaucoup de sociologues, beaucoup de juristes, beaucoup d'historiens, de géographes, formons beaucoup d'hommes de lettres, tout ça, mais que en réalité nous avons besoin aujourd'hui d'ingénieurs BTP, d'ingénieurs informatiques, intelligence artificielle. Nous avons besoin de jardiniers, nous avons besoin d'agronomes, d'agriculteurs, etc., etc. Donc, la question de l'orientation est une question primordiale aujourd'hui et sur laquelle nous sommes en train de réfléchir vraiment. Alors, on ne peut pas dire que quand même aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité. Notre marché, je voudrais dire à nos enfants que le marché, notre économie a été redirigée. On connaît il faut que on fasse l'effort de leur parler comment on appelle, des secteurs dans lesquels aujourd'hui il y a de l'emploi. Puisque nous avons réorienté notre économie et qu'on sait qu'à horizon 3-5 ans, dans ces secteurs-là, il y aura un boom en matière de besoin d'emploi au Bénin. Et donc, ils ont le temps de se former pour arriver massivement avec ces compétences-là. Voilà. Et donc, moi, je suis passée dans beaucoup dans toutes nos universités d'ailleurs, sur la plupart des campus, pour apporter ces informations à nos apprenants. Et nous allons poursuivre cela. Et puis, là, nous allons poursuivre les séances d'échange pour leur dire où est-ce que la main-d'œuvre est nécessaire aujourd'hui afin qu'ils puissent mieux s'orienter. Vous savez, le chef de l'État continue de travailler et continue d'ouvrir les chantiers comme si de rien n'était. Ouais. Parce que je pense que aucun Béninois n'acceptera aujourd'hui qu'on régresse. Moi, vous savez, je suis tout le temps en échange avec mes compatriotes et je veux vous dire, mais pas plus tard qu'hier, j'ai été émerveillée par un échange avec des jeunes de Délopô. Je le dis parce que je me suis sentie, j'ai eu un sentiment de gratitude envers eux en échangeant avec eux. Et de voir qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes, une génération qui est là. Et qui dit, il est hors de question qu'on revienne en arrière. Et qui se sont érigés en gardiens de ce qui s'est fait et de ce qui est fait dans leur zone, chez eux. Je ne sais pas comment vous expliquer, qui se sont érigés en protecteurs de ce qui est fait chez eux, qui chassent les personnes indélicates, qui viennent faire des choses, qui continuent à salir le cadre de vie, le cadre de vie. C'est extraordinaire. Et donc, je peux vous assurer aujourd'hui qu'aucun Béninois, où qu'il soit, n'acceptera qu'on retourne en arrière. Donc, le chef de l'État continue à ouvrir les chantiers tous les jours, et parce que la personne qui viendra après n'aura d'autre choix que de continuer. On note que cette orientation, c'est un chantier sur lequel le gouvernement de Patrice Talon travaille afin que le marché d'emploi puisse consommer effectivement nos diplômés que nous formons. Absolument. Et d'ailleurs, voyez-vous, écoutez, si le gouvernement a pris l'orientation de construire un certain nombre de lycées techniques, c'est bien parce que c'est la question de l'orientation qui est déjà en mise en œuvre. D'accord. Le gouvernement également a pris l'orientation de construire des lycées scientifiques. Il y a 7 lycées scientifiques qui seront ouverts en 2027 pour permettre à nos apprenants qui sortent des filières C, D, de pouvoir se former dans les meilleures conditions, mais vraiment avec des laboratoires, de tout ce qu'il faut comme intrant pour leur permettre d'avoir les meilleures formations en tant que jeunes en sciences. Donc, et puis, il y a la réforme de Seven City. Dans Seven City, il y aura des établissements, il y a des établissements publics qui vont offrir les meilleures formations à nos apprenants. Donc, c'est déjà des orientations qui sont en cours et les efforts sont mis sur nos universités publiques pour leur permettre également d'offrir, mais vraiment en termes de qualité d'enseignement et de disponibilité des enseignants de qualité auprès de nos apprenants. Alors, si il nous était permis de faire peut-être un petit bilan ou un gros bilan, si vous voulez, c'est vous qui voyez, de la gouvernance Talon
dans le secteur de l'éducation. Madame Mélégan Fabla, quels sont ces éléments qui restent la marque déposée ou, si vous préférez, les caractéristiques de la gouvernance talent dans le secteur dont nous parlons? Déjà, il y a une caractéristique générale de la gouvernance talent. Bon. Il y a des caractéristiques qu'on peut caractériser de permanent un peu partout, que ce soit la méthode, la rigueur et la ténacité. La méthode, la rigueur et la ténacité. Et puis, la vision, la méthode et la vision. Alors, dans l'enseignement supérieur, ou dans l'enseignement tout court, je vous ai parlé du Conseil national de l'éducation, qui aujourd'hui est un organe supra qui coordonne tout ce qui se passe dans les trois sous-ordres, les trois ordres de l'enseignement, comme on le dit. Et il y a également la question de la qualité de l'enseignement qui aujourd'hui est au cœur des actions du gouvernement. Il faut savoir qu'il y a la délégation du contrôle et de l'éthique qui est mise en place aujourd'hui et qui est le bras armé du Conseil national de l'éducation en matière de qualité, du contrôle de la qualité et de l'éthique dans l'enseignement supérieur, voyez-vous. Et donc, c'est déjà une marque parce que aujourd'hui, un enseignant à l'université, c'est qu'il peut être contrôlé à tout moment, d'accord, qu'on peut lui demander des comptes à tout moment et que la qualité de ce qu'il fait est suivie. À côté de ça, qu'est-ce que je peux dire? Il y a l'organisation, la réorganisation de la gouvernance dans les universités. Avant, bon, c'était des élections qui permettaient aux dirigeants de sortir des recteurs, les vice-recteurs, les doyens, etc. C'était un mode électif avec tout ce qu'on connaît comme travers dans notre pays dès qu'on parle d'élections. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais dès qu'on parle d'élections dans ce pays, c'est vraiment des travers de tous bords. Donc, désormais, c'est un concours, n'est-ce pas? Oui, c'est un concours, appel à oui, chacun. On appelle une nomination. Oui, ils sont appelés à candidater avec des projets de société à présenter et ce sont les meilleurs qui sont, en tout cas ceux qui proposent les meilleurs projets de société. Les meilleurs projets de développement, pardon, de l'université. Je vous comprends, madame. Les meilleurs projets de développement de l'université ou des entités qu'ils estiment pouvoir diriger, qui sont retenus. Et ils sont jugés tout au long de leur mandat sur ce qu'ils ont prévu de faire, d'accord, sur leur programme d'action. Donc, déjà, et ça les oblige à la performance. Ça les oblige à être plus présents, plus regardants et à mettre réellement en œuvre un certain nombre de choses, d'accord. Et puis aujourd'hui, on a demandé aux 4 universités d'être regardants sur l'employabilité des jeunes. Et d'ailleurs, vous savez, la marque, mais il y en a tellement. Si je commence, on n'allait pas finir, on va pas finir ce débat-là, parce que regardez par exemple le regroupement qui a été fait des universités. C'est déjà, c'est énorme parce que nous avons aujourd'hui deux types d'universités au Bénin. Nous avons les 2 grandes universités pluridisciplinaires où on peut aller se former dans toutes les disciplines. Voilà. Donc, dans toutes les disciplines. C'est l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. Ouais. Et à côté de ça, on a 2 grandes universités thématiques. On a l'UNSIM, qui est l'Université nationale des sciences, ingénierie, technologie et mathématiques. Il là permet de former en BTP, enfin dans toutes les technologies. Ça permet des ingénieurs pour tout, des ingénieurs dont on a besoin. Et ensuite, on a l'Université nationale d'agriculture qui va former des agriculteurs, des agronomes, etc., ou des spécialistes en tout cas de l'agriculture, on va dire. Donc, c'est déjà extraordinaire. Et donc, vous savez, si vous voulez, aujourd'hui, on sait où on va aller se former si on veut devenir tant, si on veut être ingénieur, si on veut être, voilà. Donc, voilà, c'est déjà, il y a tellement de marques. On ne peut pas tout dire. Tout à l'heure, vous avez dit que les recteurs sont évalués sur le programme qu'ils proposent, qui leur permet donc d'être nommés. Je ne sais pas si vous avez une idée de la dernière évaluation de l'équipe qui est en place. Est-ce qu'ils ont déjà été évalués? Oui.
je peux pas vous le dire là. Il y a les rapports d'évaluation qui sont là. Je ne veux pas en parler. Il y a le rapport ils sont évalués et les rapports d'évaluation sont là. On les a lus. D'accord. Alors, vous venez de citer ces Ouais. caractéristiques de la gouvernance de Patrice Talon. Quelles sont les perspectives d'évolution alors pour l'enseignement Il y en a supérieur dans les tellement. prochaines Même années? pour les 3 heures d'enseignement, il y en a tellement. On n'est pas au bout, on a commencé. On n'est pas au bout et on voit le système éducatif dans les pays développés. On sait qu'on a commencé quelque chose, mais qu'il y a encore tellement à faire. Il y a beaucoup d'investissements à faire là et toute une réorganisation à poursuivre. Déjà, et vous avez parlé de l'orientation qui est primordiale, qui est un chantier essentiel pour avoir les main-d'œuvre dont nous avons besoin dans les domaines où, voilà, où ces main-d'œuvre seront demandées. Donc, en termes de perspective, waouh, c'est un boulevard parce que la réorganisation continue, l'orientation, la mise en place d'un système d'orientation efficace doit se faire. Il y a les infrastructures, l'amélioration des conditions d'apprentissage, que ce soit Justement, ça reste un nœud que ce soit au primaire, au secondaire et à à l'université ou au l'université. supérieur. Donc voilà, au supérieur à améliorer. Et puis donc les chantiers sont partout. Et puis un autre chantier, la qualité de nos enseignants, qui est primordial également, parce que d'ailleurs je vais vous dire pour l'enseignement supérieur maintenant, vous avez vu, c'est sur c'est les futurs enseignants vont passer un concours pour être recrutés. C'était pas comme ça à mon époque, à moi. Et nous sommes évalués aujourd'hui, mais on n'a pas été recrutés sur un concours. Et on va les recruter sur concours. Et c'est un concours qui sera suivi par des experts pour être certain de ce qu'on met à disposition comme qualité. Et un autre chantier dont je vais parler, c'est le téléenseignement. Nous allons utiliser le numérique désormais pour agir sur la qualité de l'enseignement dans nos universités. Donc, je viendrai en parler de façon spécifique, mais c'est un chantier qui est également ouvert. Donc, nous avons des boulevards qui... Oui, vous avez des boulevards, mais bon, je m'en voudrais de ne pas vous poser Oui, la question. Vous avez des chantiers, cela s'entend, mais l'un des reproches souvent qu'on fait au système éducatif béninois, c'est le niveau d'apprentissage. Nos enfants, pour la plupart en tout cas, les parents se désolent du niveau d'apprentissage. On apprend que le CNE réfléchit sur la correction, l'amélioration des curricula de formation, etc. Où en est-on concrètement et quand est-ce qu'on va commencer à constater l'amélioration dont on voudrait bien en faire une marque déposée? Alors, les curricula du secondaire sont relus déjà. Oui, tous étaient relus. D'accord? Pour le secondaire, c'est fait. Pour le maternel et primaire aussi, je crois. Pour le supérieur, c'est un chantier qui est vaste. Donc, c'est seulement maintenant que nous allons démarrer la relecture des curricula, et des offres de formation. Nous avons démarré d'ailleurs des offres de formation. Mais pour les autres, pour le primaire et le secondaire, c'est une question qui a été prise à bras le corps. Le CNU a fait un travail formidable. Les curricula sont disponibles aujourd'hui et c'est leur mise en œuvre qui reste. Et pour la mise en œuvre, je sais que les diligences sont faites pour que, en tout cas, à la rentrée prochaine, un certain nombre de curricula puissent rentrer en apprentissage. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il fallait donc dire sur ce qui concerne le secteur éducation. On espère donc que ces résultats ne vont pas régresser l'année prochaine, qu'on va garder la dragée haute. Oui. C'est la pression pour toute la société. C'est la pression pour le gouvernement. Vous avez vendu la réforme maintenant. Hein? Donc, si la réforme marche, on va voir l'année prochaine. Oui, ce que je vous dis, c'est que c'est la pression pour tout le monde. Le gouvernement doit maintenir le cap. Les acteurs qui ont contribué également, les enseignants. Ça, c'est pour vous dédommager. Non, pas du tout. Non, nous sommes tous responsables de nos enfants. On élève nos enfants collectivement. À la maison, les parents sont responsables, mais toute la société est responsable des enfants. Parce que nos enfants, c'est notre avenir. Donc, tous collectivement, nous allons continuer à jouer le jeu pour que les résultats s'améliorent. Maintenant, question d'actualité, madame. Et le sujet le plus brûlant, c'est cette arrestation de monsieur Hugues Sessoupé. La lettre a été donnée par les réseaux sociaux. On a, dans un premier temps, entendu parler de kidnapping, puis de mise aux arrêts.
Ensuite, l'intéressé serait extradé et se séjournerait à la maison civile de Ouidah. Puisque vous êtes plus ou moins membre du gouvernement, je sais que vous n'êtes pas procureur, hein, mais que savez-vous de cette affaire concrètement? Oui, je préfère poser la question comme ça. Bon, comme vous, comme Oui. tous les Béninois, j'ai appris avec satisfaction Ah, oui, satisfaction que euh, le pseudo-activiste, je l'appelle pseudo-activiste parce que pour moi, c'est plus un collaborateur, un collabo, comme on le dit, de d'accord. l'ennemi, Je de vois le l'ennemi, sens dans lequel vous oui, de parlez. l'ennemi, voilà, qui Bon, a puisqu'il été, a une je identité, vais, je vais, Monsieur Sosoupé oui, alors. monsieur C'est Sousouka, plus simple. oui, laissez-moi aller jusqu'au bout. OK. Donc, j'ai lu comme vous tous qu'il a été mis aux arrêts. Et en tant que citoyenne béninoise, épris de mon pays, de la sécurité, du bien-être de chacun, de tout le monde, je suis satisfaite. Je suis satisfaite et j'espère que les procédures iront jusqu'au bout. Je pense que les jours prochains vont nous édifier. On attend que le procureur et que la justice nous en disent un peu plus. Parce que, à part ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas encore eu De version la officielle. version officielle. Bon, je pensais l'avoir avec vous, mais Ah non, non, je ne suis pas du tout. Vous loin. savez, le système judiciaire est indépendant et a son agenda et le met en œuvre sans demander la permission de qui que ce soit. Donc, comme vous tous, j'attends de voir ce qu'il en est. Mais si c'est confirmé, j'applaudis et je suis contente. Mais pourquoi? Mais je vais Comment vous dire vous vous pourquoi. réjouissez de l'arrestation Non, d'un mais compatriote? je vais vous dire quelque chose. Oui. Le Bénin nous appartient à tous. Mhm. Et on peut ne pas aimer les actions d'une personnalité au Bénin, mais cela ne nous donne pas autant le droit de ne pas aimer le Bénin. Et vous savez, Vous avez l'impression qu'ils n'aiment pas le Bénin? Oui, lorsque nos actions portent à croire qu'on soutient ceux-là qui viennent tuer nos enfants, qui déstabilisent nos populations, qui commettent des exactions, des meurtres chez nous, de nos soldats, dans un contexte où nous avons d'autres enfants qui sont au front, qui se battent pour nous, c'est intolérable. Mais ce monsieur Sosoupé, pendant un moment, oublions même tout ce qu'il a fait disons même que tout ce qu'il a fait pendant le passé, là, c'était l'expression de son, enfin, c'était pour soutenir un bord. Mais quand il a commencé à diffuser en direct sur sa page Facebook les attaques terroristes et à commenter, à soutenir cela. Mais comment on appelle ça, l'apologie du terrorisme? On dirait que vous en savez plus je veux dire, sur les chefs d'accusation. Non, pas du tout. Je vous parle en tant que citoyenne. D'accord. Parce que, en tant que citoyenne, quand même, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Et on sait, j'ai été parlementaire. N'oubliez pas que j'ai été parlementaire. C'est possible de l'oublier, madame. Voilà. Et que donc, je connais très bien un certain nombre de textes. Je ne veux pas dire que je connais tous les textes de la République, mais les plus importants, je les connais. Et le terrorisme fait partie d'ailleurs, sur le plan international, des actes, l'apologie du terrorisme, le terrorisme lui-même. L'apologie est considérée comme le terrorisme. Et l'apologie même du terrorisme sont considérés comme des actes inadmissibles dans toutes les sociétés humaines. Okay. Dans toutes les sociétés humaines, dans tous les pays du monde. Et lorsque nous avons des soldats qui se battent au front pour nous protéger, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ce que cette personne a fait. Il y a des choses qui dépassent. En fait, il y a des choses qui doivent dépasser nos propres émotions, nos propres sentiments. Il y a des choses qui doivent dépasser nos propres sentiments. Il n'y a que le patriotisme qui puisse... Et ça, sincèrement, l'amour du Bénin. Et puis quand même, lorsqu'on a des soldats qui se battent pour vous protéger. Parce que si ça déborde là, si ça déborde, ça va déborder pour tout le Bénin. On sera tous noyés. On voit comment ça se passe ailleurs. Quel Béninois veut dire qu'il veut que sa stabilité soit remise en cause aujourd'hui? Depuis qu'il a fait cette publication, bon, moi, je n'ai pas vu, vous le relatez, vous vous êtes senti horrifié en tout cas,
Et vous appelez de tous vos voeux que la Si justice quelqu'un ne fasse son s'est pas travail, c'est senti cela. horrifié, ça a été largement publié. Parce D'accord. que sa page est suivie, donc c'est passé. Moi, il y a eu beaucoup de citoyens qui étaient indignés, D'accord. parmi même ses soutiens, qui étaient indignés parce qu'il y a des choses que, bon, voilà, on peut ne pas, on peut se battre, hein. Mais quand on peut être en train de se battre, vous et moi, d'accord. Mais quand quelqu'un veut envoyer quelque chose contre le Bénin, on arrête de se battre, On se on tape protège la le personne Bénin. d'abord. Mm. C'est Mm. ça qui compte. Mais ne dis pas, vous voyez, comme je ne vous aime pas là. Voilà, la personne qui est en train de taper le Bénin, oui, je mets la lumière sur, je dis, voilà, on ne peut pas faire ça. Non, il y a des limites en toutes choses. D'accord. Et je pense qu'il a franchi le Rubicon. Bien. À maintes reprises, mais cette fois-ci, en particulier. Donc, et vous voudriez que la justice fasse son travail à ce sujet. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais le mode opératoire dans son arrestation interpelle, puisque Qu'est-ce que vous en savez? ça nous a rappelé celui de monsieur Steve Amonsou. Et beaucoup se demandent si c'est désormais justement la manière du Bénin de mettre la main sur les personnes gênantes. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez de son mode opératoire, de son arrestation, à part ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ni vous ni moi, nous n'avons eu de version officielle. On a vu circuler une invitation de participation à un sommet en Côte d'Ivoire. Qui vous dit que c'est une invitation officielle? D'accord. Est-ce que donc voit circuler un document soi-disant officiel sur les réseaux sociaux? J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Vous et moi, nous n'avons aucune idée de comment il a été arrêté. Nous avons juste appris sur les réseaux sociaux qu'il a été mis aux arrêts et qu'il est, j'ai lu quelque part tout à l'heure, à la prison civile je sais pas, j'ai lu dans une de nos prisons civiles. C'est tout ce que nous avons lu c'est tout ce qui, moi, me paraît comme peut-être des propos que je peux commenter sur ça. Et en attendant d'avoir le compte rendu du procureur de la République qui va nous donner davantage d'informations sur la question. Oui. Donc, je voudrais qu'on soit patient, qu'on attende. Mais moi, j'ai exprimé mon sentiment de citoyenne béninoise par rapport à tout ce que j'ai vu ce monsieur faire depuis un certain temps déjà. Et jusqu'où il a été. Jusqu'où il a été. La gravité de ses actes. Voilà. Et déjà, depuis son arrestation, vous avez forcément lu les commentaires autour que le gouvernement utiliserait. Là, je pose la question d'un citoyen et je vais la mettre dans les formes requises parce que je ne peux pas la poser brute. Que le gouvernement utiliserait donc la justice pour faire taire toutes les voix discordantes. Serait-ce cela, Madame Sela Mélégan-Fagla? Je voudrais appeler, je ne sais pas, il doit demeurer quelque chose de béninois en nous. Il doit demeurer, même dans tout ce qu'on peut ne pas comprendre, accepter de la gouvernance de talon. Il doit demeurer en l'individu, en l'être humain, aux citoyens, aux béninois, aux natifs du Bénin que nous sommes, quelque chose qui doit transcender tout ça. Il doit demeurer en nous quelque chose. Et je voudrais appeler ça, là, cette fibre-là, en chacun d'entre nous. Et de dire, mais nous venons de quelque part, nous sommes un pays. Nous sommes un pays. Oui, mais est-ce qu'on ne doit pas protéger notre pays? Non, la question que, non, laissez-moi aller jusqu'au bout de là. Et dire que, je voudrais dire que ces questions, nous devons les dépassionner. Et dire, OK, est-ce que la liberté d'expression nous donne le droit de dire certaines choses? La liberté d'expression, c'est quoi? Est-ce que c'est que je peux venir chez vous, Madame Toboula, et commencer à vous insulter, vous traiter de tous les noms, insulter vos enfants, votre famille? Donc, vous êtes bien conscient que la liberté d'expression a des limites. Que dans la société, la liberté d'expression a des limites. Chacun est conscient de cela. Je suis persuadée que si quelqu'un vous rencontre dans la rue et vous dit une insulte, il y a des insultes chez nous qui sont intolérables. Vous insultez votre mère, votre père, liberté d'expression ou pas, vous allez vous arrêter, mal le prendre. Mais quelqu'un qui insulte ou qui dit des choses inadmissibles sur son pays, du matin au soir, on peut même lui pardonner, on peut dire que c'est des propos, mais qui va maintenant jusqu'à l'apologie du terrorisme, qui donne l'impression d'être en contact avec ceux-là qui viennent nous déstabiliser.
et on l'arrête et on se pose d'autres questions. Franchement, moi, je voudrais qu'on arrête ce débat et qu'on ne politise pas tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève et insulte Talon que si vous êtes contre Talon, la personne est blanc comme neige. Okay. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Talon et que la personne insulte Talon du matin au soir que si on l'arrête là, la personne doit être dédouanée de tout. Il faut te demander pourquoi la personne a été arrêtée. Et est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est tolérable? Nous ne savons pas encore officiellement s'il a été arrêté ou pas. Comme je vous l'ai dit, on a tous lu ça sur les réseaux sociaux. Et si c'est le cas, moi, j'estime que nous sommes dans un pays de plus en plus sécurisé. Parce que si les terroristes peuvent s'appuyer sur des champs entre nous pour diffuser, pour faire leur publicité, c'est grave. Nous sommes tombés plus que bas. Vous avez demandé à ce qu'on s'interroge. Il y a eu quand même 3 faits successifs qui obligent justement à interrogation. On parle de Steve Amsou, on parle de Julien Kandekassou, on n'en a pas fini, on parle aujourd'hui de Yves, monsieur Soupé, comme l'on. Est-ce que, en citoyen lambda, on n'est pas justement à même et légitimement de se demander, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser une question. Bon. Est-ce que vous croyez que rhétorique, puisque je vais pas y répondre, c'est certain. Est-ce que vous croyez que c'est seulement ces 3 personnes-là qui critiquent la gouvernance Talon du matin au soir? Quand vous prenez les réseaux sociaux, est-ce que vous croyez que c'est seulement ces 3 personnes-là qui critiquent la gouvernance D'autres vous diront peut-être que c'est, je n'en sais rien, je dis peut-être que c'est peut-être les plus en vue. Pas du tout. Peut-être. Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes peut-être plus en ceux vue. qui ne mettent pas trop de gants. Je vais vous dire, non. C'est que dans notre société, nous avons quand même été éduqués. Vous savez, il y a des sociétés où on peut se lever et gifler le chef de l'État. Et quand vous avez fini de le gifler là, vous passez sur tous les plateaux télé, tout le monde vous applaudit. Ces sociétés-là ne sont pas un modèle. En tout cas, pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. Ces sociétés-là ne sont pas un modèle. Chez nous, à la maison, dans notre cellule familiale, le père de famille reste la personne qu'on honore, qu'on respecte. Et même si il vous dit des choses, il vous fait des choses qui ne vous plaisent pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas dépasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ne pas soutenir la gouvernance Talon ne donne pas tous les droits. Ne donne pas tous les droits. Je ne soutiens pas la gouvernance Talon, donc je peux franchir des Rubicons. Et lorsque ces Rubicons portent atteinte à la sécurité nationale, là, sincèrement, ce n'est plus une question de personne. C'est la République. C'est la République que vous attaquez. Lorsque vous attaquez la République, c'est autre chose. La République mettra en marche. Vous savez, ce que vous oubliez, c'est que le président Talon n'a même pas besoin de s'asseoir quelque part. N'a pas besoin de s'asseoir. Il n'a même pas le temps de s'occuper de ces questions-là, si je vais vous dire la vérité. Bon. Les questions de telle personne a d'ici de moi, du matin au soir, il n'a même pas le temps de s'en occuper. Et s'il devait s'en occuper, il ne ferait que ça. Nous avons eu dans le passé un chef d'État qui attachait beaucoup d'importance à ça. Et on a vu comment... Parce que ça prend du temps. C'est du matin au soir, donc ça prend du temps. Mais la justice du pays, la République fonctionne. La République fonctionne. Comme vous le voyez ou non, la République fonctionne. Et il y a des instances, il y a des institutions qui sont gardiennes de la République, des lois de la République, du fonctionnement de tout le monde et des droits et devoirs de chaque citoyen. Et qu'un citoyen franchisse les Rubicons, qu'il soit en vue, qu'il soit pas en vue. C'est pas parce que vous faites des milliers de vues que ça veut dire que ce que vous faites est bien. C'est parce que vous faites des vues que ça veut dire que ce que vous dites, ce que vous faites est bien. Pour vous, Et donc, quand vous affirmez des choses, si la République estime que ces choses ne sont pas vraies, mais la République a le droit de vous dire, venez m'expliquer, vous venez donner vos preuves pour ces faits-là, pour ces choses-là que vous affirmez. Et c'est ça un état de droit. Le Bénin, là, ce n'est pas l'anarchie. Le Bénin, ce n'est pas la pagaille. La liberté d'expression n'a rien à voir avec certaines choses que nous voyons sur les médias. Oui, ce que vous dites, c'est que logique, hein, madame, on peut vous l'accorder, cela s'entend facilement, mais les plus dubitatifs, ils verront forcément une mainmise. Je vais vous dire quelque chose, mais quand vous dites ça, mais on a des acteurs politiques qui viennent, mais sur vos télés,
Tout le temps, vous avez des chroniqueurs, des débatteurs qui flèchent les actions du gouvernement du matin au soir. Mais de quoi vous parlez? Il y en a qui sont très connus, qui sont des stars. Est-ce qu'on leur a dit quelque chose? Peut-être pas pour le Non, moment. non, ne véhiculez pas ça. Parce que vous êtes ceux-là, justement, vos plateaux sont ouverts. Vos plateaux sont ouverts. Est-ce qu'on vous a jamais dit de ne pas recevoir certains acteurs, certains chroniqueurs? Vos plateaux sont ouverts. Bien. L'ORTB, Eden TV, iTélé, enfin, toutes les chaînes nationales, que ce soit la radio ou la télé, sont ouvertes et les gens de tous bords viennent s'exprimer. Non, c'est pas un règlement de compte, Non, madame. mais pourquoi? Qui a le temps de faire règlement de compte dans un pays où on a tellement de choses à faire? Mais la justice est indépendante. Et si elle est gardienne de la République et des citoyens d'ailleurs, de nous-mêmes, parce que de nous-mêmes, la justice a le droit d'auto-saisir sur certains dossiers. Donc voilà. Bien. Les députés, une autre question d'actualité. Les députés ont eu du travail ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de lois. On a vu la vision qui a été adoptée, la vision 2060 qui a été adoptée. Ils ont révisé le règlement intérieur du Parlement. On a également lu la révision de la loi 1901 et sans oublier la loi organique de la Cour constitutionnelle. Allons-y au cas par cas. Quel est l'intérêt aujourd'hui de réviser la loi 1901 qui parle de la liberté de création des associations? Voilà. D'accord. Déjà, vous avez dit loi 1901, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les belligérants, en tout cas, tout acteur qui intervient dans ce domaine peut légitimement se demander comment en 2025 nous continuons à appliquer une loi qui date de 1901 et qui date du régime colonial. Donc, alors que nos réalités ont énormément changé aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Ça fait 2025, ça fait 124 ans. Bientôt 125. Ça fait bientôt 125 ans. Donc, déjà 2 siècles en fait. C'est 2 siècles. Nous sommes dans le 2e siècle de cette loi. Donc, il était temps de la changer parce que la République a changé. Le contexte n'est plus le même. Ouais. Les besoins ne sont plus les mêmes. Et cette loi a fait que les ONG proliféraient sans contrôle finalement, puisque bon, on a vu comme en tout, hein, voilà, au Bénin, on a eu des dérives dans beaucoup de choses. Donc, même là, à ce secteur-là, on a vu dans la création des ONG, on a vu qu'on appelle des dérives. Il y a des ONG, on sait, voilà, qui peuvent même servir qu'on appelle d'écran à des choses qui ne sont pas honnêtes, qui sont illicites dans la République. Mm-hmm. Donc, il y avait un flou là qu'il fallait vraiment, il fallait recontextualiser cette loi et puis réorganiser cette filière dans notre pays. Donc, c'était nécessaire. C'est un toilettage qui s'est fait trop attendre, en fait. D'accord. Avez-vous une idée de ce qui va changer concrètement, puisque bon, la loi a été révisée? Ça va passer un temps avant qu'on ait le document. La loi, la loi aujourd'hui, elle a été adaptée à notre contexte, comme je vous l'ai dit. Et puis aujourd'hui, pour créer une ONG au Bénin, pour créer une fondation, il y aura des conditions à remplir. Et il y a l'organisation qui a été prédite, une nouvelle organisation qui est prédite par la loi, tout ça. Et puis, dans tous les cas, cette loi a été votée et elle va passer les prochaines étapes. Elle sera mise à disposition de tout, du public. Du public, ouais. Voilà. Du public. Ce qui interpelle peut-être dans la modification de la loi concernant la loi organique de la Cour constitutionnelle, c'est ce filtrage des saisines de l'institution. Doit-on s'inquiéter, madame, du droit du citoyen à saisir la haute juridiction? Pas du tout, pas du tout. On a dit la Cour constitutionnelle. Dans la dénomination même de la Cour constitutionnelle, tout est dit. C'est une cour qui est garante de la Constitution, de voir si dans notre République, toutes les institutions, tout ce qui est pris comme décision répond ou respecte les prédictions, qu'on appelle les prescriptions de la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle est le garant de la Constitution. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas de ce fait ne doit pas aller à la Cour constitutionnelle. Et effectivement, les pères fondateurs de la Cour constitutionnelle ont laissé une certaine liberté parce que vous savez, quand on légifère
il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, on ne voit pas forcément l'évolution, on n'a pas suffisamment de profondeur parfois pour voir l'usage que les gens peuvent faire des décennies après de ce que vous avez, de vos Oui, puisque prescriptions, ça évolue. puisque voilà, la Mm. société évolue. Et vous et moi, on peut constater que la Cour constitutionnelle était même saisie pour des affaires qui relevaient des juridiques, de La la justice, juridiction. du circuit normal. Et c'est pas bien parce que ça, non seulement ça pollue la Cour constitutionnelle, ça pollue les juges, les juges, et puis ça peut jouer sur leur efficacité, puisque c'est pas leur, il y a des choses qu'ils n'ont pas à faire. Donc, c'est une manière de revenir à l'essence d'une Cour constitutionnelle et à leur permettre d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Voilà. Et il y a tellement le système judiciaire au Bénin aujourd'hui est bien organisé. Il y a des instances pour différents types de situations. Oui. Donc, il faut aller vers les instances appropriées selon les situations auxquelles nous faisons face. Donc, voilà. Et il faut pas saisir la Cour constitutionnelle pour tout, tout. Bon, est-ce que ça gêne concrètement quelqu'un? Nous avons des juges, d'accord, qui ont un agenda, qui ont un calendrier et c'est comme si on disait que leur travail, c'est comme si leur travail était noyé Dans un gros fourre-tout. voilà. Ok. La Cour constitutionnelle est le garant de la Constitution. Laissons-les s'occuper de ça. C'est tout. Laissons-les s'occuper de ça. On n'a pas dit que plus rien n'irait là-bas, non. Mais Oui, au mais moins, il y aura au moins, un mécanisme la de Cour ne filtrage. sera plus Tout le monde obligée n'ira plus de là-bas. s'asseoir pour juger des questions de tel a dit ça sur moi, tel a dit ça sur moi. Il y a des choses qui ne relèvent pas de la Cour constitutionnelle. Il y a compétence de la Cour constitutionnelle et il est temps de libérer la Cour constitutionnelle de cela. C'est ce qui a été fait, c'est ce que vous avez dit. En tout cas, c'est ce qui est proposé. En garantissant bien évidemment ce droit fondamental du citoyen Bien à sûr, saisir. la justice est là. Vous savez, nous avons un système judiciaire qui est organisé pour lorsque vous voulez, on appelle intenter une action en justice pour quelqu'un qui a tenu des propos diffamatoires contre vous, il y a les instances qu'il faut saisir. Oui. Je veux dire, il y a des juridictions pour tout dans notre pays et il faut aller vers les bonnes juridictions les juridictions qui sont adaptées à nos problèmes et laisser la Cour constitutionnelle se concentrer sur son métier. Bien. Alors, madame, parlons de la politique, puisque vous êtes un membre influent du parti Union Progressiste Le Renouveau. Je suis un membre. Parce que je suis influent, mais je suis un membre. En tout cas, vous êtes dans les directions, en tout cas, importantes. Oui, je suis membre de la direction exécutive nationale. Voilà, du parti. Alors, madame, nous sommes à 3 mois du dépôt des déclarations de candidature. Je ne vais pas vous demander comment vous vous préparez à l'Union Progressiste Le Renouveau. Vous savez que je vais vous dire on connaît la réponse que vous allez sortir. Mais concrètement, à ce délai vraiment court-là, est-ce que au sein de la majorité présidentielle, vous avez déterminé le mode de désignation de votre duo? Est-ce qu'on a déterminé le mode de désignation de votre duo au sein de la majorité? Est-ce que c'est ce qui importe aujourd'hui? Qu'est-ce qui importe aujourd'hui? C'est de savoir que dans tous les cas, nous allons présenter un duo. Dire comme ça, c'est tout comme si vous pouvez ne pas le faire. Comment? Dire comme ça, c'est tout comme si vous avez le choix de ne pas le faire. Non, justement. Donc, au moins. En fait, ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, ça. Tous les Béninois savent que nous allons présenter nos candidats en octobre prochain, n'est-ce pas? Donc, il est évident que un certain nombre de choses sont déjà en réflexion. Voilà, en tout cas, la réflexion, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas immobile. Hein, voilà, on n'est pas immobile.
Ce qui intrigue, c'est la manière dont vous avez à répondre à cette question-là au sein de la majorité. Vous utilisez presque tous la même formule, Ah bon? tout comme si vous cherchez, vous esquivez la question pour ne pas dévoiler une stratégie du gouvernement. C'est l'impression que la Non, je ne question veux pas dévoiler la vous donne. stratégie. Je vais vous dire quelque chose. Les élections qui arrivent en 2026 sont des élections majeures pour tous les Béninois. Oui. Ça va être d'abord une expérimentation. On va expérimenter les élections générales pour la première fois et on va changer de cycle. D'accord? On va changer en tout cas, on va changer on sort de 10 ans de gouvernance du président Talon. On va vers autre chose. D'accord? Donc, et puis, nous avons, depuis 2018, maintenant, réformer notre système partisan, réformer la manière d'animer le débat politique, la vie politique au Bénin. Et puis, donc nous avons aujourd'hui des grands partis politiques qui peuvent compétir et demander aux Béninois de leur accorder leur confiance pour qu'ils puissent présider leur destin. À partir de ce moment, les choses ont tellement changé qu'on ne peut pas continuer à opérer dans la cacophonie à laquelle on était habitué. Et nous devons présenter aujourd'hui aux Béninois les meilleures possibilités pour les rassurer sur le fait que de toute façon, nous n'allons pas qu'on appelle le 2026 nous permettra de maintenir la qualité en termes d'investissement de l'équipe prochaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous suis, madame. On ne va pas regresser. Nous continuerons nous irons peut-être même un peu plus loin, nous continuerons à améliorer le destin de tout le monde. Et à partir de ce moment, il faut accepter que on puisse ne pas avoir envie de mettre sur le marché tout de suite. C'est tout comme si je vous demandais le nom les profils des duos. Ça n'a rien à voir. Je vous demande, puisque vous êtes une grande majorité. Vous avez demandé. Vous avez en tout cas, minimum 4 partis qui font la majorité présidentielle. Donc, on vous demande si vous avez, entre vous, réfléchi et identifié déjà comment vous comptez procéder. Bon, ça, c'est, à la limite, c'est une question facile, madame. Mais comment donc, vous faites tout, vous esquivez la question. Est-ce que je vous demande un secret de couvent par hasard? C'est pas le cas, forcément. Non, ça reste un secret de couvent. Ah. Parce que ce que nous laisserons voir, nos concitoyens, nous leur présenterons en temps et en heure l'offre, parce que c'est une offre qu'on va leur faire. Ouais. On va leur offrir, on va leur montrer, on va leur donner en temps et en heure ce qu'on a identifié pour pouvoir poursuivre. Oui, ça, on sent que vous allez le faire le jour de déclaration. Bon, de toute façon, M. Ongwedi en a donné le temps. Hein. Il a dit le 12 octobre. On voit déjà la date clairement. D'accord. Ok, je ne vais pas insister, madame. Je ne vais pas insister. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on se prépare activement. Ouais, bon. Sincèrement, on se prépare activement. Et ce qui est impressionnant, c'est que moi, ce qui est impressionnant, je vais vous le dire, qui impressionne tous les Béninois et qui suscite ces interrogations, c'est qu'on n'est pas le boucan qu'il y a autour des changements de régime comme ça, qu'on n'est pas ça à 3 mois près, que tout puisse se faire dans le calme, avec la même méthode Talon, avec la même vous savez, Talon nous a habitués à cela, dans le silence. Et on produit les résultats. Un silence assourdissant. Un silence assourdissant. Mais bon, vous réfléchissez. Parce qu'on a besoin d'ennuyer nos concitoyens avec certaines questions. On n'a pas besoin de les ennuyer avec tout. Ce qui importe, c'est leur présenter les futurs dirigeants. Et on le fera en temps et en heure. On voit votre parti un peu comme d'autres formations sur le terrain. Pour galvaniser la troupe, mais est-ce que le faire sans candidat forcément vous est bénéfique actuellement sur le terrain, madame? Je ne sais pas si vous comprenez la question. On n'a pas besoin, mais dis donc, vous avez dit le parti? Oui, le parti, bien sûr. Mais le parti fonctionne, je veux dire, le parti a des structures, des dirigeants à tous les niveaux avec lesquels le débat doit continuer, H24. Donc, c'est la vie normale du parti. Et d'ailleurs, et comme vous le dites, nous devons même mettre les troupes qu'on appelle en ordre de bataille.
Donc, nous sommes dans le rôle, dans l'effervescence normale pour un parti politique. Que ce soit, on n'a pas besoin de désir, de donner des noms pour que cela se passe, puisque quand on est militant, on connaît l'objectif bientôt. Et dans la discipline, on suit le chronogramme et l'agenda, le chronogramme de nos dirigeants. Tel que ça fonctionne, est-ce que vous ne craignez pas que le Dieu qui va finalement sortir de vos conciliabules dont vous ne voulez pas révéler les tenants et aboutissants divise peut-être votre majorité? Bon, j'ose cette question. On travaille pour que ça n'arrive pas. On travaille pour que ça n'arrive pas. Et ça, c'est notre boulot de maintenir la cohésion et l'unité au sein de la mouvance. Et croyez-moi, il n'y aura pas de dissension. Nous sommes officiellement dans la période où nous ne pouvons plus toucher le test électoral, puisque nous avons passé le 11 juillet, qui était donc la date butoir, sauf consensus qu'on le dit souvent, mais avec la posture de la majorité, on se dit que ce n'est pas évident. Mais voici moi ma question. Est-ce que la majorité est consciente, ou peut-être cette fois-ci la majorité parlementaire est consciente qu'en restant campé sur la position et en rien accordant à l'opposition, que vous offrez à vos adversaires des arguments de campagne de taille? Pour moi, un argument de campagne, c'est de dire aux gens comment on va améliorer leur quotidien. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le code électoral soit lorsque le Béninois lambda se lève le matin, soit sa préoccupation en réalité. Sa préoccupation, c'est comment est-ce que j'ai accès à l'eau dans les régions où on n'a pas d'eau, comment est-ce que j'ai accès à la santé, voilà, comment est-ce que je continue à gagner mon pain quotidien, comment est-ce que j'élève mes enfants. Je pense que quand on se lève le matin, c'est ça notre préoccupation. Et c'est cela que tout acteur politique censé doit vendre aux Béninois, dans les jours à venir. Nous sommes là pour leur dire comment est-ce qu'on va changer leur destin. Mais là, vous oubliez que nous sommes sur un chapitre politique. Et si moi je vais sur le terrain pour dire que nos adversaires nous ont empêchés d'aller vous dire tant et tant, parce qu'ils ont voté tant et tant. Si je me mets dans une posture de victimisation, ça sera à mon avantage. Madame Toboula. Oui, madame. Je ne comprends pas. Est-ce que le code électoral vous empêche d'aller échanger avec les militants? Non. Le code électoral vous dit d'ailleurs d'échanger avec les militants avec une telle intensité qu'ils puissent vous accorder leur suffrage à hauteur de 20%. Ça, c'est la population d'ailleurs. Bon, la population, est-ce que je veux dire? Oui, non, si, c'est pour vous dire que est-ce que la population connaît le contenu du code? C'est non. Mais la population écoute le message. Et c'est sur le message que la population ira dans les urnes. Les Béninois sont matures aujourd'hui. D'accord. Je vous assure. Il ne faut pas... D'abord, je vais vous rappeler que en 2016, ce peuple a été capable de choisir son destin dans un environnement où on lui a fait miroiter des choses, on lui a fait des promesses. C'est un peuple qui s'est jugé sur les résultats. Et aujourd'hui, on parcourt les 77 communes du Bénin. Et je peux vous assurer qu'il y a eu des transformations partout. Et lorsque vous parlez avec nos chefs traditionnels, avec les citoyens, les acteurs, je vous assure que ce qu'ils vous disent, c'est mon Dieu. Il faut que ça continue. Nous, notre route, vous venez de commencer ça. Il faut que ça continue. Ils ne nous disent pas le code électoral. La préoccupation des Béninois, c'est aujourd'hui, où qu'ils soient, c'est ce que nous allons commencer là. On va continuer à le faire pour que l'espoir continue, l'espérance que suscite le fait de voir que les actions qui sont mises en œuvre va changer leur quotidien. Et bien, est-ce que ça va continuer? C'est la question que les Béninois posent, que nul ne demande. Et on peut réunir des citoyens et leur parler du code électoral. Mais quand ils sortent de là, quand ils rentrent chez eux là, ils voient la route sur laquelle ils sont passés pour rentrer. Ils voient si chez eux, il y a eu de l'eau. Et puis ils se disent, ah, mais l'eau est arrivée jusqu'à tel endroit, il faut que ça arrive chez moi aussi. Ah, la route est arrivée à tel endroit, il faut que ça arrive chez moi aussi. Et c'est ça qu'ils envoient comme préoccupation au gouvernement. Et donc, je pense que tout acteur normal doit au moins proposer aux Béninois ce qu'il va rajouter à ce qui a été fait aujourd'hui pour continuer
à améliorer leur destin. Mais quand on sait, excusez-moi d'insister, quand on sait qu'il y a une question majeure qui plus ou moins divise les citoyens béninois, bon, est-ce que je vais dire divise en tout cas, qui fait réfléchir les citoyens béninois, c'est cette histoire de dits, je préfère dire dits détenus politiques. On vous dira que, l'opposition vous dira qu'elle a proposé la loi que la majorité n'a pas voulu. Donc, voilà encore un autre élément sur lequel vous n'avez rien cédé. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir rattraper cela? Je vais vous dire quelque chose. Oui, madame. Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez de tenue politique. Il y a des sujets, franchement. Il est temps qu'on les... Non, on n'en est plus là. Mais moi, je vous pose une question pratique. Est-ce que la population... Qui sera sur le terrain, certainement. Je vais vous dire quelque chose. Quand moi, je vais rencontrer les Béninois, oui, ou quand ils viennent me rencontrer, ils ne me parlent pas de tenues politiques. Je vous assure. Et je vous assure que je les rencontre... des exilés, rien de tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Okay. Je les rencontre partout. Quand je rencontre les jeunes, ils vous parlent d'emploi, de leur employabilité, de leur formation. Quand je rencontre les femmes vous parlent des marchés, des enfants qui doivent avoir du boulot à la fin, etc. Quand je rencontre les jeunes, ils vous disent, oui, on a amélioré mon environnement, mais voilà l'impact que ça a eu sur moi, etc. Donc, je vous assure que moi, là, en tout cas, à part les acteurs politiques qui agitent ça entre eux, quand le Béninois se lève le matin, il veut voir qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Et c'est son droit, puisqu'on choisit nos dirigeants pour qu'ils changent notre destin commun. Et aujourd'hui, les Béninois ont pris conscience d'une telle manière parce qu'ils ont vu que c'était possible. Il y a des endroits où on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des routes. Les routes de Capé, Sinandé, pour aller jusqu'à Sinandé. Quand vous voyez la qualité des ouvrages, dans le septentrion, dans des endroits où tous les gouvernements avaient déjà abandonné. Donc vous croyez que ces citoyens-là, ils vont vous demander si leur question principale, là, c'est que ça va continuer. C'est quoi la prochaine étape? Parce que ça améliore leur quotidien. Donc, les questions de bataille entre acteurs politiques, ça restera les questions de bataille entre acteurs politiques. Et j'ai confiance à mon peuple. J'ai confiance aux citoyens béninois. S'ils ont su faire les choix nécessaires en 2026, les Béninois ont choisi... En 2016. En 2016, pardon. Ils ont choisi leur candidat sur le projet de société du candidat Talon. Ils ont choisi sur le projet de société. N'oubliez pas qu'au premier tour, il n'y avait pas les acteurs politiques. Il y avait les citoyens qui ont porté massivement. Et malgré tout le boucan de tous les acteurs politiques, de tous les systèmes d'alors, les Béninois ont su dire, bon, on veut quand même que les choses changent à tel ou tel niveau. Et ils ont voté pour les bons candidats. Avec tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, allez partout. Allez à Neki. Allez partout dans le septentrion. Les Béninois veulent juste plus. Et ils ont raison, ils ont le droit, c'est leur droit. Puisque quand on élit des dirigeants, c'est pour ça, c'est pour qu'ils travaillent, c'est pour qu'ils amènent un changement qualitatif dans votre quotidien. Et c'est la question aujourd'hui sur la table. Nous sommes en train d'égrainer les dernières minutes de nos échanges, madame. Je vous laisse le temps de conclure. Alors, pour conclure, moi je vais dire merci. Merci à chaque Béninois, à tous mes concitoyens, chacun chez lui, pour cet engagement, en fait, de tous. Parce que malgré les grincements dedans, je vous assure que les Béninois jouent le jeu. Ils se laissent conduire par le gouvernement Talon. Et aujourd'hui, on est en train de jouir, de profiter, de voir les résultats de cette concentration qui nous a été demandée depuis 2016. On voit les résultats, ce que ça produit comme résultat. Et je voudrais remercier ce peuple dont je fais partie et dire combien je suis fière d'être béninoise. Mais vraiment, je suis fière. Parce qu'il n'est pas facile de renoncer à la facilité pour s'engager sur le chemin qui vous fait grandir. Il n'est pas facile. Parfois, on peut se dire que je préfère gérer le quotidien et rester comme ça, plutôt que se dire non, je veux grandir, donc le quotidien là, on va l'utiliser de manière à ce que ça me fasse grandir. Et je voudrais dire bravo à chacun individuellement. Et un résultat concret,
c'est nos enfants, c'est la réussite aux 3 examens nationaux, la réussite, le taux de réussite aux 3 examens nationaux qu'il faut saluer, qu'il faut applaudir, et qui est le fait de l'engagement de tout le monde, y compris des parents que nous sommes. Voilà, merci. C'est nous qui vous remercions, Madame Sedami Mélégan-Faglar. Vous êtes ministre conseiller à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Nous avons abordé cette taux de réussite aux différents examens, comme vous venez de le dire, également quelques questions d'actualité. Merci pour votre franc-parler. Merci. Je pense que je suis connue pour mon franc-parler. Ouais, vous êtes connu pour votre franc-parler. Merci d'ailleurs pour cela. Mesdames et messieurs, ainsi pour enfin l'entretien de ce dimanche. Nous espérons que vous avez pu puiser l'essentiel de nos échanges qui restent disponibles, ainsi que toutes nos autres productions sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etélébilan.com, notre chaîne YouTube Etélébilan, également sur notre application Etélébilan que vous pouvez télécharger. Etélé avec vous, pour vous. Nos programmes se poursuivent.